À tous, bienvenue, mesdames, messieurs, et merci de nous rejoindre. Septembre 2021 rencontre Thomas Boniaï, Patrice Talon. À l'issue du tête-à-tête entre les deux hommes, une série de doléances de l'ex-président à son successeur. Entre autres, la libération des détenus politiques, libre choix à Patrice Talon de trancher. Mois d'octobre, une vague de libération auront marqué les esprits. Les noms de l'ex-ministre Jean-Alexandre Rontondi et l'ex-directeur général de la SOGEMA, Joseph Tameyon. Sur la même liste que les sieurs Ibrahim Kachenti, Jean Bosco de Souza et Émile Koudjo, peu connus du grand nombre. Novembre, une nouvelle vague de libération, mais seul nom abondamment relayé est Lydia Nontin, fils de l'ancien garde des Sceaux, Valentin Dianontin. Les autres noms, presque passés sous silence. Détenus politiques au Bénin, au-delà du Haïvo et Madougou, de nombreux anonymes derrière les barreaux. Pour élucider la question à valeur de thème, nous recevons pour vous Madame Françoise Sossou-Rolonon. Elle est la présidente du comité qu'on ne présente plus, le comité de soutien aux détenus et exilés politiques. Madame Françoise Sossou-Rolonon, bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. Merci. En face de vous, une autre dame, oui, qui mieux qu'elle peut porter la voix de ces âmes en détresse, comme on dit, Madame Abba Naomi Odjoumani, c'est son nom. Elle est membre de l'Alliance patriotique Nouvel Espoir. Elle en est la secrétaire chargée des affaires féminines et sociales et très engagée pour le combat en vue de la libération des détenus politiques. Madame Abba Naomi Odjoumani, bonjour à vous. Oui, monsieur le journaliste. Et merci pour la disponibilité. Appel à la libération des détenus politiques. Mesdames, messieurs, vous l'aurez constaté, oui, déjà deux vagues de libération. Madame Sossou-Rolonon, je me retourne vers vous. Quel accueil avez-vous réservé à ces libérations? Merci, monsieur le journaliste. Effectivement, nous venons d'assister à deux vagues de libération des détenus politiques que pour ma part, j'ai accueilli avec déception. Déception? Déception. Parce que, comme on le dit souvent, tant qu'il reste à faire, il faut considérer que rien n'a été fait. Surtout dans le cas d'espèce, vu le nombre de ces détenus qui croupissent dans nos prisons aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que la première vague de libération a eu lieu en octobre. Tout à fait. Et c'est seulement 5 qui figuraient sur la liste. Et la deuxième vague, début novembre, et c'est environ 24 sur des centaines que nous avons dans les prisons. Donc, c'est incroyable. Et c'est pour cette raison que je parlais de déception tantôt, parce que quand on veut parler des détenus politiques, il faut remonter. Les premiers détenus politiques, c'est l'affaire de Laurent Métoyon et ses co-accusés. Eux, ils sont là. D'autres sont partis les rejoindre. Et les derniers, c'est ceux-là qu'on considère aujourd'hui. Non, ma déception se situe à deux niveaux. Lesquels? Au passage de l'ancien président de la République, nous on existait. On faisait des sorties, on demandait des audiences pour aller rencontrer les autorités. Mais malheureusement, nous avons comme l'impression que les autorités n'ont pas d'oreille pour nous. Elles ont d'oreilles pour des intermédiaires qui, pour ma part, ne leur disent pas la réalité des faits. Et c'est en cela que réside ma déception. Ma deuxième déception se situe dans le fait que sur des centaines de détenus, c'est seulement 5 en octobre et environ 24 en novembre. Mais le gros lot qui reste là-bas, laissez-moi vous dire, monsieur le journaliste, qu'il y a des gens vraiment innocents. Et quand je le dis, je pèse mes mots. J'en veux pour preuve un conducteur de Zémidjan qui est allé déposer son client à la place Bulgarie. Le temps que le client, lui, paye le service, la police républicaine débarque, le prend et le jette dans le véhicule. Il est à la prison civile de Cotonou. Il vit avec... Lui seul. Lui seul. Le client a pris le temps de prendre le large. Il vit à la maison avec sa fille seule.
C'est lors de nos tournées pour la distribution des vivres que quelqu'un m'a doigté à la petite qui est venue me voir à la bourse de travail, me poser son problème. Elle a raconté plein d'histoires. Comment tu te débrouilles? Élève en terminale, c'est elle qui fait à manger et va donner à son papa. Et à l'examen, tu as quand même réussi à tirer ton épingle du jeu. Oui, madame, je suis reçue au baccalauréat. C'est une bonne chose. Mais la suite, qui va assurer? Il faut faire l'inscription en ligne, elle ne se connaît pas. Je l'ai appelée, on a réussi à lui faire ça. Il faut payer pour qu'elle passe le concours. Je l'ai aidée, le comité l'a aidée naturellement pour passer 2 concours, sage-femme, assistance sociale. Elle a échoué. Et c'est l'inscription en ligne maintenant qu'on l'a classée à l'Université nationale du Bénin pour la filière restauration et hôtellerie. Maintenant, les charges. Le vendredi dernier, elle était à la bourse du travail. Elle m'a dressé une liste de 140 et quelques mille. Ou cette semaine, elle doit verser 22 000 pour la tenue. Mais où est-ce que le comité va trouver ça? C'est vrai, je profite pour remercier les quelques bonnes volontés qui nous viennent en aide, dont la résistance, les gens de la diaspora et autres. Mais le comité n'a pas de ressources pour faire face et elle n'est pas la seule dans le cas. Ah bon? C'est pour cette raison que je vous dis, monsieur le journaliste, nous sommes déçus. Il faut que le président prête l'oreille à ceux, les vrais concernés, pour savoir de quoi il s'agit. Il y a des gens à qui on ne reproche rien et qui sont là des mois, des années là maintenant. Mais qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Les anonymes sont très nombreux, monsieur le journaliste. Vous dites. Je vous dis très nombreux. Les avocats l'ont dit sur le même plateau la dernière fois. Ils sont plus d'une centaine. Ils sont là. Et bon, on fait la sélection, on se tire 5. Ensuite, on tire à peine 24. Non, ça ne peut pas faire l'affaire. Ça ne peut pas faire l'affaire. Mais ce n'est pas quand même le début de l'affaire. C'est le début, mais c'est insignifiant. Insignifiant. Ok. C'est insignifiant. On reviendra sur ces aspects-là. Oui, Madame Djoumani, comment vous avez accueilli ces libérations? Merci, monsieur le maire. Depuis quelques jours, le gouvernement a enclenché une démarche de libération des détenus politiques. Mais ces détenus politiques sont minimes. Ceux qui sont libérés ne sont pas aussi nombreux que ça. C'est ça. Ils sont trop peu. Prenons l'exemple des enfants où leurs parents sont en prison. La rentrée scolaire vient de passer. Comment ces enfants ont pu gérer le début de la rentrée scolaire? Ces enfants seront psychologiquement troublés. Vous avez des cas où, oui, en dehors de ce que Mme Rolonon vient, vous prenez ce que Mme Rolonon vient de dire. Vous parlez de cette étudiante-là. Prenons l'exemple de Mme Garia Saka. Ces enfants ont déjà démarré la rentrée. Comment ils vont gérer les enfants qui avaient l'habitude de rester avec leur maman à la maison? Quand ils retournent du coup, ils savent que maman me prépare, maman me dit de faire telle chose, telle chose. Ça deviendront des cas sociaux. Parce que l'éducation sera un peu hypothéquée. Quand vous parlez de ce cas, par exemple, ce n'est pas, justement, c'est Mme Rolonon qui pourra me situer, est-ce que ce n'est pas un cas qui ne fait pas partie des premiers lots qu'on a constatés? Ce sont des cas liés peut-être à d'autres circonstances. Ça aussi, c'est des paramètres à prendre en compte avant d'aller nommément à ces cas de figure. Vous ne pensez pas? Aujourd'hui, on ne sait pas, on ne connaît plus sa situation. Et si elle est oubliée ou pas, son dossier ne sort pas, on n'entend même plus parler d'elle, alors qu'elle est en prison à cause de la politique. C'est ça. Oui, les mobiles, chacun tire le drap de son côté, mais ce qui est évident et heureux à souligner, c'est qu'il y a eu cette rencontre entre les deux chefs de l'État et la démarche est qu'il faut apaiser le climat politique et pourquoi pas social. Oui, Madame Rolonon, il y a votre vis-à-vis qui évoque là des noms. Et cette question revient aussi parce que tout le monde est impatient, comme vous l'êtes. Oui, le cœur de la maman, c'est toujours ça. On veut avoir tout le monde, pas en détail, c'est compréhensible. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi, surtout que vous devez le savoir, considérer que ces cas ne sont pas forcément des cas réunis. Et donc, si les cas ne sont pas analogues, il va falloir étudier chaque cas et échelonner.
Merci, monsieur le journaliste. En temps normal, Oui. c'est ce qu'il fallait faire. Mais le cas que madame vient d'évoquer, Oui. vous savez que je maîtrise ce cas-là au moins. Oui, oui, je l'ai dit. Madame Garia Saka. Oui. J'étais passée sur le plateau ici avec elle. Oui. Bon, les charges qui sont contre madame Garia, je peux vous dire que j'en sais quelque chose. C'est après les élections, non? Et c'est ce que je déplore. Après les élections, moi j'aurais souhaité, au comité, on aurait souhaité que ceux qu'on a pu arrêter, la vague qu'on a pu arrêter dans ce créneau-là, qu'on puisse les libérer au lieu de faire un travail de sélection, libérer les uns et laisser les autres en prison. Ce n'est pas bien. C'est après les élections que Mme Garia a été arrêtée. C'est après les élections que l'ancien ministre, les DG et autres, plein de personnes ont été arrêtées. Nous, avec le maître Baparapé, nous sommes allés leur rendre visite à Ouida, après Misrete et après Cotonou. Mais on a discuté avec eux. Elle était là-bas avec le ministre Oulouali, avec le fils du ministre Djenotin. Ils étaient un certain nombre de Souza et autres. On a discuté avec tout cela. On ne peut pas nous dire aujourd'hui et nous convaincre, monsieur le journaliste, que les charges contre Mme Garia diffèrent des autres charges. Du coup, pour notre compréhension, il serait quand même normal que le chef d'État, le chef de l'État, en prenant la décision de libérer certains après les élections, voit le groupe qui a été arrêté dans la période et les libérer tous. Ça n'a pas été le cas, monsieur le journaliste. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ces conditions-là? C'est pour cette raison que j'en appelle à la responsabilité du chef de l'État pour qu'il écoute les vrais concernés au lieu d'écouter les intermédiaires qui ne lui disent pas souvent la vérité. Si c'est comme ça, il y a trop d'anonymes. Je sais de quoi je vous parle. Il y a trop d'anonymes. La censure trop. Oui, il y a trop d'anonymes dans les prisons. Je ne fais que déranger Maître Baparapé. Mais va à la criette, prends-nous la liste, va en prison. Et c'est lui qui est notre cheval de bataille. Chaque fois, quand il y a problème, je l'appelle. Mais maître, j'ai besoin de telle information. Va nous prendre telle information. Je suis parti, je suis interdit maintenant d'accès aux prisons. Oui, personnellement, je suis partie voir le directeur de l'agence pénitentiaire, qui je salue au passage, parce qu'il m'a fait asseoir, il m'a expliqué tout ce qui se passe. Mais à l'impossible, lui n'est tenu. Lui aussi, il est là, il reçoit des ordres. Mais le mal du siècle est là. C'est l'effet de Damoclès qui plane sur toutes nos têtes aujourd'hui. Ah, Covid en est pour quelque chose. Oui, c'est ça qui plane sur toutes nos têtes. Les parents ne peuvent pas aller rendre visite à leurs parents dans les prisons. Nous qui sommes une organisation bien constituée, nous ne pouvons pas aller. Mais qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Mais on nous dit mesures barrières. On respecte les mesures barrières. Les gens restent derrière les barreaux là-bas. On peut leur agiter la main. Le directeur dit non, que c'est interdit. Du coup, on ne peut plus leur rendre visite. On va vers les parents disent non. La petite dont j'ai parlé tantôt est passée le vendredi midi qu'on lui a dit d'aller faire la vaccination. Sinon, elle ne viendra plus à la prison. Et c'est elle seule là qui va faire à manger à son papa. Du coup, elle a dit à son papa, elle a fait dire par quelqu'un d'autre à son papa qu'elle ne viendra plus le voir en prison jusqu'à nouvel ordre. Vous voyez les situations dans lesquelles les gens vivent. Or, le comité est né pour porter assistance à ces détenus, ne serait-ce que pour leur galvaniser le moral, pour dire que ce qui leur est arrivé peut arriver à vous, monsieur le journaliste, à moi, à madame. Personne n'est épargné. Du coup, on vole à leur secours. On va rassurer les parents pour dire, vos enfants n'ont pas volé. Ils vous reviendront. Le fils de Djenotin, il est arrivé en vacances, non? Mais on l'a arrêté. Il a fait des mois à Ouida. Heureusement pour lui aujourd'hui, il a retrouvé sa liberté. Et c'est comme ça pour plein de gens. Ceux qui n'ont personne. Et j'en appelle à la responsabilité des avocats qui ont dit, ils l'ont dit à la face du monde, qu'ils sont là pour défendre les citoyens. Même si les citoyens n'ont pas le minimum pour les constituer, ils ont le devoir de les défendre. Et je les invite maintenant à se rapprocher, puisque eux, ils ont leur carte. Ils n'ont qu'à se rapprocher des prisons pour nous prendre la liste exhaustive de ces détenus-là. Pourquoi dites-vous que vous les évitez? C'est ce qu'ils font déjà, non? Non, pas tous. Eux tous ne le font pas. C'est ce que je vous dis. Il y a certains qui le font, mais ce n'est pas assez.
Si eux tous s'étaient mis dans la danse, on n'en serait pas là aujourd'hui. Vous avez vu ce qui s'est passé? En 72 heures, ils ont sauté le verrou de la grève. Je les en félicite. Mais c'est comme ça qu'une république doit se comporter. Parce qu'il y a trop d'injustice à notre avis. Il y en a trop. Les gens, pour un oui ou non, sont jetés en prison. Et on ne leur dit pas, vous allez comparaître tel jour, vous allez sortir tel jour. Ce n'est pas bien. C'est vrai, il y a des grosses figures, des figures emblématiques là-bas. Mais il y a des gens qui n'ont personne, qui sont là. Bon, personne ne pense à eux. Personne ne pense à eux. Madame, vous m'avez dit, dans votre démarche, pour pouvoir apporter assistance, aujourd'hui, vous rencontrez aussi des difficultés pour aller au contact de ces détenus politiques? Oui, si tu vas en prison aujourd'hui rencontrer un détenu politique, on te demande si tu es parenté à la personne et il s'est même imposé. Aujourd'hui, c'est déjà imposé à ce que le détenu politique choisisse une seule personne qui lui rendra visite. Donc, on n'a plus accès aux prisons comme avant. Donc, plus de pouvoir même écouter les détenus politiques, c'est difficile. Alors, lorsque, revenant un peu à ces vagues auxquelles on a eu droit, de 5 on est passé à une vingtaine. Est-ce qu'il ne faut pas mener le combat désormais autrement? Parce que le nombre de détenus libérés aurait pu être le même, juste parce que la démarche, il faut la comprendre. Ce n'était pas gagné d'avance, comme on dit. Eh bien, le chef de l'État, pour ce qu'on observe, les choses n'ont pas traîné. Les choses n'ont pas traîné, mais ça ne suffit pas encore. Le nombre de détenus politiques libérés est très minime. Une goutte d'eau dans l'océan ne change pas grand-chose. Nous demandons humblement au chef de l'État de ne plus sélectionner les détenus politiques, de les libérer tous. Et nous pensons que le salut de ce pays, c'est le dialogue sincère et sérieux qui va nous permettre de construire ce pays. Un dialogue dans un contexte comme celui-là, est-ce que vraiment cela s'impose? Le temps est même bien choisi. Il faut que le gouvernement libère tous les détenus politiques afin que tous les acteurs politiques s'asseyent ensemble et décider comment développer ce pays, comment construire ce pays. Pourquoi parlez-vous du temps? Vous faites allusion à quel timing? Comme il a commencé par libérer les détenus politiques, il n'a qu'à finir avec ça. Il n'a qu'à libérer tous les détenus politiques. Donc tout le monde aura l'accès au dialogue. Madame Kolono, la question du dialogue qui revient de façon persistante, on est sur un terrain un peu ambigu, il faut l'avouer. C'est des affaires de droit. Et enfin, on constate que les données politiques s'entremêlent. Est-ce que c'est aussi facile pour vous qui avez aussi de ces notions de droit et de données politiques, c'est si facile pour le chef d'aller aussi vite que vous le souhaitez? Aller où? Dans ce que vous demandez. Aller vite. Dans ce que tourner ce dossier-là. Dans ce que nous demandons. Oui. Comité des détenus. De soutien des détenus ou exilés politiques. 1. Que le chef de l'État ramène la balle à terre. Il n'y a que lui, le seul capitaine à bord du bateau, pour prendre la décision. C'est pour cette raison qu'on lui a proposé d'aller à une grâce présidentielle pour libérer tous les détenus politiques et ouvrir la voie pour que les exilés rentrent dans leur pays. Mais il a besoin des hommes pour développer le pays, non? Mais c'est nous qui l'avons porté à la magistrature suprême. Du coup, les intermédiaires là, nous on a déposé une demande d'audience. On a relancé. Sûrement que son agenda ne lui permet pas encore de nous programmer. Et nous sommes persuadés qu'il va le faire. On va le lui dire. On va le lui dire. C'est vrai, il a pris la volonté de commencer. Mais c'est insignifiant, monsieur le journaliste. C'est insignifiant. Il y a les premiers détenus politiques, je vous ai dit tantôt, c'est les Laurent Métoyon et les co-accusés. Monsieur Aouno qui est tombé malade, on l'a traîné dans les hôpitaux par-ci par-là, il est encore là, au point où on l'a déplacé de la prison de Misrété pour la prison de Cotonou, il est encore là. Donc il faut un sursaut patriotique pour le gouvernement pour régler définitivement cette affaire. Et une fois cette affaire réglée, on pourra parler d'un dialogue franc et sincère. C'est ce que je peux vous dire.
Nous, on est resté sur notre faim. Le gouvernement doit faire plus. Et il a la volonté de le faire. Mais pourquoi il traîne les pas? Il peut le faire. Et c'est pour cette raison que je sollicite maintenant l'intervention des 250 avocats. S'ils avaient pris au sérieux le dossier de ces citoyens-là, qui se sont vus du jour au lendemain bâillonnés, leurs droits bâillonnés, on n'en serait pas là. Mais une seule hirondelle ne peut jamais faire le printemps. C'est Baparapé seul. On a un détenu politique, quelqu'un l'appelle pour dire, appelez maître Baparapé. Certains avocats sont là, leurs clients sont là, mais les 250... Mais j'ai été surprise, monsieur le journaliste. Quand l'un des avocats a dit, sur le plateau, nous sommes 250 avocats. Mais tout cela était là. Et les droits humains sont violés jusqu'à cette hauteur. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je crois que le passage de ces avocats, notre passage maintenant, doit faire changer les choses. Je le souhaite vivement. Changer les choses, pour vous, ça signifierait quoi dans ce qui se fait déjà? Changer les choses, c'est de libérer tous les détenus politiques avant vous d'aller au dialogue. maintenez votre position? Oui. Libérer tous les détenus politiques avant d'aller au dialogue. Lorsque vous parlez en ces termes, est-ce que ce n'est pas aussi mettre une croix sur le rôle qui revient à la justice? Majoritairement, tous les détenus politiques. On ne connaît pas la cause de leur arrestation. Il y a quand même des éléments qui ont été évoqués. Vous avez suivi. Est-ce qu'on demandera, dans un état de séparation de pouvoir, à la justice de fermer les yeux sur les prétendues fautes, sans élucider ce qui est vraiment reproché aux concernés? Tout ce qui est reproché aux concernés, il y a trop d'ombre autour. Il y a trop d'ombre. On ne maîtrise pas tellement les causes, les raisons pour lesquelles tous ceux-là ont été arrêtés. Il y a d'autres qui ont été arrêtés arbitrairement, sans raison. Il y a trop d'ombre. On ne maîtrise pas trop les raisons. Est-ce que le plaidoyer ne devrait pas être permettre à la justice peut-être de programmer au plus tôt les dossiers pour que là où il y a les ombres, comme vous dites, que la lumière puisse être faite? Aujourd'hui, quelles sont les démarches qui ont été menées pour libérer ceux qui ont été libérés? Est-ce qu'ils sont plus humbles ou bien est-ce qu'ils sont plus... Et leurs raisons d'arrestation étaient plus claires que ceux qui sont encore en prison? Et vous répondez quoi, vous-même? Moi-même, je ne maîtrise pas trop. C'est ça. Donc, il y a trop d'ombre. S'il a pu libérer certains, il n'a qu'à faire tout possible pour libérer tout le reste. Simplement. Simplement. Madame Holonon, vous qui savez aussi comment ça se passe, question de séparation de pouvoir, mettre tout sur la tête du chef de l'État, est-ce que ce n'est pas une erreur qui peut devenir un préjudice pour la République? Monsieur le journaliste, vous avez l'habitude là de tirer le verre du nez de vos invités. Ah bon? Je vous pose juste la question. Ce que madame vient de dire là, oui. C'est si clair, même plus clair que l'eau limpide. Ah bon? Bien sûr. La clarté à quel niveau? Elle a dit quelles sont les procédures menées pour que la première vague soit libérée, la deuxième vague soit libérée. Quelles sont les charges contre la première vague, contre la deuxième vague? Vous et nous sommes là, nous avons tout suivi. Il revient, je ne mets rien sur la tête du chef de l'État. Au contraire, je l'accompagne. Et j'ai l'obligation de l'accompagner parce que c'est moi qui l'ai élu. C'est notre chef de l'État, c'est le père de la nation. Et de ce point de vue, nous avons l'obligation du langage de vérité vis-à-vis de l'autorité. Allez dans les prisons aujourd'hui, les conditions de vie sont exécrables. Je sais de quoi je vous parle. Les femmes sont à plus de 30 ou une trentaine dans leurs cellules, sans toilette, sans eau. Les hommes n'en parlons plus. 30 dans leurs cellules, confinés. Avec Covid, là? Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes interdit de prison. Comment avez-vous... Mais avant ça, c'est ce que je vous dis, non? Avant ça. Mais j'ai le maître Baparapé que je dérange tout le temps. Mais lui aussi, il a ses préoccupations ailleurs, non? Donc c'est pour vous dire que pour alléger la tâche à tout un chacun de nous, le chef de l'État doit ramener la balle à terre. Qu'il ramène la balle à terre. Il a déjà pris la responsabilité sur lui
de faire libérer, ou du moins la justice, tout ce que vous pouvez penser, de faire libérer en octobre 5. C'est bien, très insuffisant. En novembre, début novembre, là, une vingtaine, très insuffisant, vu le nombre qui coupissent encore. Et surtout, c'est très insuffisant et c'est vraiment déplorable du fait que beaucoup d'entre eux ne savent même pas pourquoi ils sont là. Je vous ai parlé du conducteur de taxi-moto là maintenant, non? Son péché, c'est d'avoir transporté à la recherche de son gagne-pain, d'avoir transporté son client qu'il a déposé au lieu qu'il a souhaité. Il n'a même pas pris ce qu'il doit, ce que le client lui doit. Il s'est retrouvé de l'autre côté. Mais quelle explication peut-on donner à ces faits-là? Si ce n'est pas 2 poids, 2 mesures dans une même république. Donc, moi je voudrais dire humblement au chef de l'État, il a amorcé la pente. Il n'a qu'à accélérer pour que les jours à venir, qu'on ouvre la porte des prisons à ces détenus politiques-là pour qu'ils retrouvent leur liberté. Mais on ne peut pas interdire quelqu'un de se préoccuper de la façon dont il est géré. Non, c'est en faisant ça que vous contribuez vous-même au développement du pays. C'est pas ça. Comment je suis géré dans mon pays? Je ne veux pas me préoccuper de ça. En tout cas, on doit se préoccuper de ça. Et c'est leur manière de contribuer au développement de leur pays. On leur dit non. Ils ne doivent pas le dire. C'est tout leur péché, hein? C'est leur péché mignon, ça. Maintenant que, bon, on ne sait pas si c'est en faveur du tête-à-tête des 2 chefs de l'État qui a pu donner ça là, mais le chef de l'État n'a qu'à poursuivre. Au lieu de jeter quelques miettes, d'attendre et de programmer encore quelques miettes, non, c'est pas bien. Ça cause trop de dégâts dans les familles. Trop de dégâts. Certains élèves ont abandonné les cours, faute de moyens. Nous sommes là, nous ne pouvons pas savoir ce qui se passe dans les familles. C'est déplorable, monsieur le journaliste. C'est déplorable. Oui, des cas que vous présentez donnent la chair de poule, il faut l'avouer. Mais lorsqu'on a de ces éléments avec soi, est-ce que vous avez entrepris de saisir l'autorité, peut-être, pour faire connaître de ces cas qui peuvent ne pas être portés à l'attention de l'autorité? Le ministre de la Justice, par exemple, il peut lui être heureux d'apprendre de ces cas que vous évoquez et qui vous sont parvenus. Des démarches dans ce sens aussi? Pour les détenus politiques? Oui, ce que vous considérez comme des cas arbitraires ou qui ne devront pas exister. Il y a des gens qui n'auraient pas leur place là. Encore qu'une fois encore, c'est à la justice de nous dire s'il le faut ou pas. Mais puisque le nombre est si important qu'on n'arrive pas à démêler forcément les chevaux, en dehors de vos constats, est-ce que vous faites d'autres démarches? En dehors de nos constats, les démarches n'arrivent pas à aboutir. Mais concernant les démarches, c'est surtout Mme Holonou qui pourra nous bien en parler. Ok, à votre niveau, c'est... Ok, Mme Holonou, oui, c'est ces cas que vous évoquez et qui existent des rapports à l'appui, vous partagez ça avec quelle autorité? Il faut que les autorités nous acceptent. Pour le cas du ministre de la Justice, nous avons adressé une correspondance qui est demeurée sans suite. Heureusement, on s'est retrouvé aux négociations confédération, gouvernement, où on a reposé le problème et le ministre a chargé sa DC d'alors de donner suite à la correspondance. La suite nous est arrivée dans la même journée, comme quoi le ministre fera diligence pour nous inviter jusqu'à cette date. Vous avez relancé? On a relancé, on a renvoyé une autre lettre qui est demeurée sans suite. On est allé voir, après les émeutes de Tchaoubouché-Segbana, on est allé voir les blessés à l'hôpital de Kanguezo. Et curieusement, on était avec le directeur quand le ministre est arrivé. Quand nous on a fini, le directeur voulait nous faire sortir par une autre porte. Quand M. Baparapé a souhaité saluer son homologue, son ministre avant de partir. Et il nous a fait partir par le bureau où le ministre était assis. Maître Baparapé a profité pour réitérer la doléance. Et le ministre a dit, je voyage le lundi. C'était un vendredi. À mon retour, je vous ferai appel jusque-là. On a relancé, bien évidemment.
par rapport au chef de l'État, nous comprenons, son calendrier est très chargé. Nous avons introduit une première lettre d'audience qui est demeurée sans suite. Nous avons relancé encore sans suite. C'est là où nous en sommes. On ne travaille pas en vase clos. On prend les autorités à témoin. C'est n'en pouvant plus que je me suis rapprochée du directeur de l'agence pénitentiaire. Sans vous mentir, il nous a bien accueillis. Il nous a bien reçus. Toutes les fois quand je vais là-bas, il nous reçoit très bien, nous explique tout ce qui se passe. Mais il faut déplorer le fait que nous n'avons toujours pas satisfaction de ce que nous voulons. Par rapport aux vivres qu'on a distribués dans les prisons, on a demandé partir avec la liste pour que les intéressés émargent pour nous montrer qu'ils ont reçu. Mais il n'a pas été d'accord. Il a dit de remettre au régisseur. On a compris. C'est des ordres que lui-même a reçus. C'est ce qu'on a fait. Du coup, on ne peut pas vous dire aujourd'hui de façon exhaustive qu'il y a à la prison civile de Cotonou tel nombre de prisonniers, à la prison civile de Calavi tel nombre de prisonniers, de Porte-Novo tel nombre de prisonniers, de Ouida tel nombre de prisonniers, de Lokossa tel nombre de prisonniers. Non. C'est quoi? Les prisonniers sont distribués partout sur Oui, ils sont distribués dans toutes les prisons. Ah bon? Oui, c'est ce que je vous dis. Donc, on n'a pas le visage réel. Les détenus politiques dans toutes les prisons qui existent au Bénin. Dans toutes les prisons, monsieur le journaliste. Donc, du coup, on ne fait que déranger Maître Baparapé qui doit répondre à ses audiences. Maître, on a besoin de telle information. Maître, il est submergé, il faut le reconnaître. Et c'est heureux que son homologue a dit, son collègue a dit qu'ils sont 250. On va leur adresser une lettre, une demande pour dire, mais qu'est-ce qu'ils attendent? De venir se joindre à nous pour mener la bataille. Cette lutte-là doit se faire de commun accord avec les avocats. Puisqu'ils ont dit sur le plateau qu'ils sont là pour défendre les droits des citoyens. Et qu'est-ce qu'ils en font jusque-là? Le président Talon a déjà commencé son deuxième mandat, non? Non, ce n'est pas bien, monsieur le journaliste. Les gens, si vous entendez même les parents des détenus, non. C'est parti pour la journée. Si un parent de détenu vient vous voir le matin, vous avez gâché la journée. Pourquoi ça? Tellement des plaintes. Oh, vous n'avez pas les moyens nécessaires, suffisants pour les accompagner. Qu'est-ce que vous allez faire? Les quelques bonnes volontés qui nous viennent en aide, bon, on essaie de dispatcher, mais ça ne suffit pas. Pour la rentrée maintenant, les doléances sont là. Je vous ai parlé de la petite qui doit commencer les cours à, c'est même le 15, elle m'a dit. Donc elle a commencé. Je lui ai dit de commencer sans l'uniforme. On va l'accepter. À la fin du mois, je te promets de te donner les sous. Je vais voir le comité, on pourra te donner les sous pour l'uniforme. En attendant les 100 et quelques mille. Parce qu'on leur a demandé de verser 40 000. S'il y a des stages à faire dans les grands hôtels de la place. Mais où est-ce que le comité va trouver ça? Son papa est en prison. C'est en liberté qu'il se donne à son travail de conducteur de moto pour réunir la pitance et subvenir aux besoins de la petite. Il est allé s'asseoir gratuitement en prison là maintenant. Et ils ne font rien là-bas. Ils ne font rien. Donc le chef de l'État doit nous écouter. Il doit nous écouter. Ce n'est pas ces intermédiaires-là. Non, je suis désolée, monsieur le journaliste. Donc, au sortir d'ici, nous allons continuer la plaidoirie. Madame Odjoumani, vous avez l'impression que les avocats sont restés un peu en retrait dans la bataille qui est la vôtre, vraiment? C'est pas que les avocats sont en retrait, mais ils ne mènent pas bien le combat comme nous le voulons. Je ne sais pas si eux aussi ont peur du camp en face ou quoi, je ne maîtrise pas trop, mais eux aussi n'arrivent pas à faire le travail avec volonté comme on le veut. L'urgence par rapport à cet appel à la libération, pour vous sera quoi dans les jours, les mois à venir? Novembre tire à sa fin, déjà on est mi-mois. L'urgence. Nous voulons simplement que le gouvernement libère les détenus. Là, on pourra rester ensemble, tous les acteurs politiques pourront se joindre et développer ce pays, pourront se joindre, bien décider de comment le pays sera géré. On ne veut pas vous laisser partir sans parler de la situation de ces exilés politiques. Aujourd'hui,
Qu'est-ce qu'on peut retenir? Des contacts avec eux ou vous êtes interdit d'échanger aussi avec des exilés politiques? Non, monsieur le journaliste, on ne peut pas être interdit, c'est le minimum. Ah, c'est ça. C'est le minimum. Nous sommes nés pour les deux camps, détenus politiques et exilés politiques. Mais je voudrais quand même revenir sur la collaboration des avocats avec nous. Pour quelqu'un qui ne comprend pas, les avocats exercent un métier libéral. Oui. Donc, si tu es sous le coup de la loi, ou bien même si tu es arrêté arbitrairement, l'avocat s'attend à ce que tu l'invites, tu le constitues. Mais les jeunes là, toutes tendances confondues qu'on ramasse, ou qui se voient leurs droits violés, il ne faut pas que les avocats attendent qu'ils leur fassent appel, les constituent, avant de voler à leur secours. C'est ce que nous demandons. Deuxième chose, nous n'avons jamais dit ici que tous les avocats sont en retrait. Il y a certains qui se battent. Mais vu le nombre que moi-même j'ai écouté là, non, on ne peut pas avoir ce nombre important là et souffrir de la violation des droits de l'homme aussi criard dans notre pays. Vous ne saviez pas qu'ils atteignaient... Qu'ils atteignaient 250, non, sincèrement. Je savais qu'il y a des avocats, mais jusqu'à 250, je n'en avais aucune idée. Et c'est en cela que je les invite maintenant. Ils sont là, eux-mêmes l'ont dit sur le plateau, qu'ils sont là pour la défense des droits du citoyen. Or, les droits sont tous les jours que Dieu fait la violer. Donc, moi, je les invite à venir dans la bataille avec nous pour que quand même ceux-là, ces jeunes-là, toutes tendances confondues, même les autorités qui se sont vus les droits violés, que la liberté, je dis la liberté soit accordée à tout le monde. Parlant des exilés politiques, mais c'est toujours la politique, à cause de la politique, qui sont contraints à déserter leur pays pour l'extérieur. Aucun exilé ne vous dira qu'il vit mieux ailleurs que son pays. Aucun, quelles que soient les offres qu'on leur donne là-bas. Vous êtes toujours mieux chez vous. Du coup, lorsque le gouvernement va prendre, je dirais même le président de la République, va prendre la responsabilité sur lui de dégeler la situation, en dégelant la situation, c'est de libérer ces détenus politiques-là. La même démarche devrait la mener aussi à demander à ses compatriotes exilés de revenir dans le pays. Et c'est pour cette raison-là que nous luttons. Et dès que nous aurons satisfaction sur ces deux plans, vous allez voir que le comité, qui est le comité en fait ad hoc, va disparaître. Parce que notre existence là, c'est de voler au secours des détenus politiques, les rassurer leurs parents. Quelques miettes qu'on a, de leur distribuer, de leur dire que nous sommes là, vous serez libérés, on sera là à faire le plaidoyer vers les autorités pour que vous retrouviez votre liberté. De la même manière, nous luttons également pour que nos frères, nos parents exilés aujourd'hui reviennent sur leur terre natale. C'est aussi simple que ça. Le gouvernement... Vous êtes sincère en le disant, vous avez hâte de les voir recouvrer la liberté, pressés. Les autres de rentrer au pays. Bien sûr. Et vous perdez votre fauteuil, de présidente. Oh là là, quel fauteuil! Toute notre joie là réside dans la libération de ces détenus politiques et le retour de ces exilés. C'est avec hâte que je vais jeter même le fauteuil. Sérieusement? Très sérieusement. Je n'ai pas courant d'entendre ça là. Ah bon? Il paraît que du fait de cette position de certains, c'est du beurre pour d'autres. Ah bon? Vous allez vous réjouir du malheur des autres? Non, ça ne nous ressemble pas au comité. Okay. Nous sommes hâte, nous sommes très pressés là de revoir nos compatriotes revenir sur le sol béninois et les détenus là recouvrer leur liberté. On est sur un terrain de droit, mais aussi un terrain politique, et vous faites partie d'une formation politique. Quel intérêt le chef de l'État a-t-il, en politique au-delà de tout, à aller vite vraiment? Quel intérêt a-t-il politiquement? À vite libérer les détenus politiques. Oui, quel intérêt a-t-il à le faire vite comme vous le demandez? C'est pour le développement du
pays, pour que tout le monde, que tous les acteurs contribuent au développement du pays. Ce qui se fait actuellement sans les détenus politiques, ce n'est pas du développement? Chaque tête a ses pensées. Ouais, chaque tête a sa pensée, c'est ça. Donc, la nécessité de pouvoir écouter les autres. Oui. Et en dehors de cela, c'est-à-dire si vous devez l'amener en termes de contribution qui doit être la sienne pour que la libération soit une réalité totale, quelle autre offre lui faites-vous qui pourra l'amener, comme par un claquement de doigts, à aller dans votre direction? On aimerait qu'il libère les détenus politiques afin que tout le monde s'asseye et dialogue ensemble. Vous pensez que rien que ça suffirait pour qu'un politique se dise écoutez, allez vite, et ceux qui sont là, dont on ne connaît pas forcément la situation, puissent recouvrer leur liberté? Vous feriez ça? Oui, parce qu'ils sont arrêtés politiquement. Ils sont arrêtés politiquement, donc suffisant pour que le chef d'État puisse y accéder. Oui, sans exception. Pensez-vous que la classe politique joue à fond sa partition dans ce qui se fait actuellement? La classe politique de tout le Bénin. Oui, parce que ce n'est pas tous les partis politiques qui ne contribuent pas à la libération des détenus. Il y a d'autres partis politiques, par exemple notre alliance et APNE, qui contribuent à la libération des détenus politiques. Personne n'est fier de voir son compatriote souffrir. Nous sommes tous gênés. Quand nous voyons nos voisins, nous voyons les enfants de nos voisins qui n'arrivent pas à manger parce que les parents qui les donnent à manger sont en prison. Nous ne sommes pas aussi à l'aise. Quand ton second n'est pas à l'aise, toi aussi tu n'es pas à l'aise. Même si tu es riche et tu es à côté d'impôts, tu n'es pas encore riche. Il faut que tout le monde soit à l'aise avant que le pays ne marche. Ah, quand tu es à l'aise et ton voisin n'est pas à l'aise, tu n'es pas à l'aise. Est-ce que ce n'est pas de la philosophie? Vous croyez ça vraiment? Que le riche veut voir le pauvre devenir riche comme lui? S'il est à l'aise, c'est qu'il est en train de mentir. Intérieurement, ça ne va pas. Ça compte aussi, oui. Intérieurement. Oui, Madame Rolono, oui, on est sur un terrain, comme je l'ai dit, bivalent, mais on comprend les données politiques. Quel intérêt, je vous pose la question, le chef de l'État a-t-il vraiment allé vite, comme vous le demandez? Le chef de l'État a intérêt à aller vite. C'est notre souhait. Pour la simple raison que depuis 2016, si j'ai bonne mémoire, où les premiers détenus ont été arrêtés, il y a eu des jugements. Oui. Ils ont été acquittés. C'est ces mêmes avocats qui ont dit que les dossiers sont vides. C'est eux-mêmes, d'autres qui sont venus les condamner. Et c'est pour cette raison que notre souhait, lorsque le dossier est arrivé, l'inculpé a comparu plusieurs fois, où le collège des avocats sont restés unanimes pour dire que les dossiers sont vides. Pour le cas le plus patent que j'ai assisté du début jusqu'à la fin, c'est le dossier, malheureusement, Laurent Métoyon. On a suivi ça à Cotonou ici, on a suivi à la Criette, où unanimement les avocats ont dit le dossier est vide pendant des heures durant. La Cour constitutionnelle, c'était au lot dans le temps. Lui-même a reconnu que le dossier est vide. À partir de cet instant-là, pour la crédibilité de notre premier responsable, nous souhaitons qu'il a beaucoup à gagner en libérant ces détenus politiques. Parce que la justice n'a pas continué, n'a du moins pas fait son travail à mi-parcours. Pour ces dossiers-là, la justice est allée en profondeur avec tous les éléments. Mais vous imaginez, on va à une audience le matin et c'est le soir qu'on finit. À la Criette, dans l'après-midi. Et chaque avocat prend la parole. On appelle l'inculpé. Il vient, il démontre. Au finish, les avocats déclarent que le dossier est vide. Mais nous, analphabètes, qu'est-ce qu'on peut dire?
On n'a plus rien à dire que de considérer que le dossier est vide et qu'à partir de cet instant, les inculpés seront mis en liberté. Mais ça n'a pas suivi. Et c'est pour cette raison que je vous dis, je réponds à votre question pour dire que le premier magistrat a tout à gagner, même s'il veut se baser sur la justice, il a tout à gagner en mettant en liberté ces détenus-là. Parce qu'ils n'ont pas été... Ils ont été jugés quand même. Pas une fois, pas deux fois. Les gens ils ont interjecté l'appel jusqu'à aller. Ils étaient à la prison civile de Cotonou. On les a amenés à la prison civile de Misrété. On les a ramenés à la Criette pour les juger. Et ça fait un cinéma, un jeu de ping-pong. Finalement, ils sont en train de finir de purger leur peine maintenant. Ils ont amorcé la 5e année. Mais ce n'est pas bien. D'autres sont là. Ils n'ont jamais connu une seule fois le jugement. Ils sont là des années. Attendez, il y a des gens qui n'ont jamais pu comparaître. Il y en a qui n'ont jamais comparu. Allez demander aux avocats. Et c'est ceux-là que je mets dans les anonymes. Ils sont là, ils se lèvent, on vient leur servir à manger. Ils sont là, ils s'adonnent aux petites activités de la maison. Ils s'y plaisent même finalement. Ne dites pas ça. Qu'est-ce que vous voulez tirer d'eux? Ils s'y plaisent. Je sais de quoi je parle. Ils s'y plaisent. Non, ne contribuons pas à la formation des citoyens révoltés. Ce n'est pas bien. Et c'est pour cette raison que j'en appelle à la responsabilité du premier magistrat de ce pays. Il a tout à gagner. N'en déplaise à ceux qui disent non, cette dame-là, non, ils ont d'autres idées derrière la tête. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'y a que nous, surtout moi. Ma position là, j'ai l'obligation de dire la vérité à mon président. Et c'est ce que je fais partout. Il a tout à gagner en libérant ces détenus politiques-là. Il a commencé timidement, d'accord, mais la dernière vague-là, que ça soit déjà en fin novembre, pour que ces gens-là retrouvent leur famille pour la fin d'année. C'est ce que fin novembre. Oui, déjà en fin novembre, il n'a qu'à libérer le reste. Est-ce que vous ne demandez pas trop? Quelqu'un qui est dans l'eau, sous l'eau là, qu'est-ce que vous voulez qu'il demande? Attendez demain pour me libérer. C'est ça qu'il va dire. Il sera noyé. Je sors ma main. Si j'ai la possibilité de sortir ma main de l'eau, je te demande d'attraper en même temps et de me tirer. Donc c'est ce que vous faites. C'est ce que nous faisons. Et mon chef de l'État a tout à gagner, monsieur le journaliste. C'est vrai. En tout cas, il est à l'écoute et il sera apprécié. Ah oui, on est en novembre, déjà décembre. On pourrait passer à autre chose. Oui, si tous les détenus politiques sont libérés, on pourra passer à autre chose. On pourra penser à comment développer ce pays ensemble et non un nombre de personnes qui vont s'asseoir, réfléchir et les autres seront écartés. Il faut que tout le monde se mette ensemble pour construire ce pays. C'est très important. On est en 2021 et 2023 constitue une année charnière pour de nouvelles joutes électorales. Et 2022 aidera à préparer 2023. Politiquement, vous permettrez de mettre en liberté des gens qui ont voulu vous faire partie et donc les libérer tous avant une échéance comme celle-là. Si vous devez choisir honnêtement une date, vous feriez ça? Oui. Vous feriez ça? Parce que ceux qui sont en prison politiquement, ceux qui sont arrêtés politiquement, ne sont pas en train de détruire le pays. Il y a d'autres, il n'y a même pas de raison. Ils ont été arrêtés eux-mêmes jusqu'à aujourd'hui, ne savent pas pourquoi ils sont en prison. Donc, le mieux, c'est de les libérer tous. C'est pourquoi il dit cette période de libération, c'est bien choisi pour que le gouvernement libère tous les détenus politiques. Et on passe au dialogue. Il n'y a pas une période électorale actuellement, il n'y a aucune activité électorale pour qu'on puisse dire « Ah, c'est parce que les élections s'approchent qu'on veut dialoguer. » Non, non. Le temps est libre pour le dialogue. S'il arrive à libérer tous les détenus politiques, tous les acteurs politiques pourront s'asseoir ensemble et bien décider de comment le pays va évoluer. Le chef d'État est en début de mandat. J'insiste, vous excusez. Est-ce que si vous étiez l'une de ses conseillères,
et que vous avez le choix entre lui proposer libérer tous ces détenus politiques maintenant et le faire peut-être au lendemain des élections de 2023, que feriez-vous? Que lui conseillerez-vous? Je vais le conseiller de libérer les détenus politiques. Quand? Avant cette fin d'année. Avant cette fin d'année. Oui. Vous prêchez décidément pour votre paroisse. Vous pensez vraiment au chef de l'État en parlant ici? Si je suis sa conseillère, oui. C'est ce que je vais la conseiller. Ok, Madame Holonou, c'est un exercice difficile, je comprends mes excuses, mais bon, on est là aussi pour ça. Bien sûr. Alors, Madame Holonou, vous ne l'êtes pas, mais qui sait? La vie réserve tellement de surprises. On a vu des gens dans des positions un matin et puis à midi, on les voit dans d'autres postures. Alors, Madame Holonou, conseillère du chef de l'État, il vient de démarrer son second mandat. Le conseillerez-vous de libérer les détenus politiques maintenant, avant 2021, 2022, sachant qu'il y a des échéances en 2023? Vous le ferez maintenant ou après ces échéances, honnêtement? Merci, monsieur le journaliste. Je vais vous parler sincèrement du fond de mon cœur. Les échéances visent quoi? Le chef de l'État vise quoi? Si moi, Françoise, là où je suis sa conseillère, son premier mandat a été jalonné des cris de détresse, où les gens disent non, c'est de l'exclusion, c'est ceci, c'est cela. Il a pu briguer le second mandat. C'est lui qui est au commandement. De quoi aura-t-il peur? Je lui conseillerais de libérer les détenus politiques. Il a la commande à main. Et c'est ça qui peut-être va l'aider dans ce qu'il envisage pour son pays. En même temps qu'il libère les détenus politiques, il va demander à ses compatriotes de rentrer. Il n'a qu'à faire ça pour voir. Mais d'autres disent, bon, attention, hein, il y a les échéances 2023, il y a ceci, non, ils ne peuvent pas se faire ça. Dans aucun pays du monde, vous ne verrez jamais les opposants ici qui feront pour les beaux yeux du gouvernement et ceux qui se disent, bon, nous sommes du côté du chef de l'État. C'est eux qui dribblent les chefs de l'État. Dans aucun pays du monde. Les soutiens du chef? Bon, mais c'est ce que je vous dis là, non? Dans aucun... Il doit y avoir toujours d'opposants dans un pays. Et c'est ça qui fait avancer même la démocratie. On ne peut pas avoir un seul son de cloche dans un pays et espérer diriger. Les citoyens ne sont pas des moutons. Il faut qu'ils réagissent à des moments donnés. Et c'est ça qui va vous conforter dans votre position de chef. Parce qu'il y a les élections, on va lui dire non. En tant que conseiller, je vais lui dire, chef de l'État, attendez, que les échéances passent d'abord, avant qu'on ne pense à libérer les autres. Ce n'est pas bien. Je suis sincère avec vous. Je lui conseillerais d'aller sur cette pente. C'est lui qui a la commande du pays en main, non? Il n'a qu'à aller sur cette pente, libérer les détenus politiques. D'autres feront bientôt 5 ans. D'autres moins de 5 ans. D'autres s'en chargent du tout. Et qu'est-ce qu'on... Non, quand même. Je lui conseillerais de libérer les détenus politiques et de demander à ses compatriotes de rentrer chez eux. Et ils pourront ensemble développer le pays. Ensemble développer le pays. La question de la libération et du retour des exilés politiques, on comprend. Mais le dialogue politique, lorsque l'on arrive à procéder à la libération des détenus politiques et à permettre le retour des exilés politiques, quel sens cet appel aura-t-il encore de dire aller au dialogue? Si on ne dialogue pas, on ne saura pas quelle directive prendre, quelle direction il faut prendre. C'est le dialogue qui va nous éclaircir. Ah, si on fait ci, c'est pas bon ce que tu avais fait, c'est comme ça on devait faire, c'est comme ça, c'est ce que j'avais pensé, mais je l'avais fait autrement sans le savoir. C'est le dialogue qui nous amènera à bien nous comprendre, à bien agir. S'il y a quelque chose qui a divisé les Béninois, sans doute, ce sont les élections. Et ces élections sont derrière. Il y a d'autres élections qui vont venir, c'est vrai. Mais lorsque les élections sont derrière et que les gens rentrent au pays, il faut les appeler pour s'asseoir et parler encore de quoi? C'est à revoir les tests ou quoi? Le développement de ce pays ne s'assoit pas sur seulement les élections. C'est ça. Donc Ça ne s'assèche pas sur les élections.
le développement ne dépend pas de l'élection seulement. Il faut qu'on s'asseye ensemble. Avec les réformes qui ont été faites, est-ce que, avec les réformes qui ont été faites, les autres, une fois de retour, si on leur demande de suivre ces réformes, est-ce que ça ne va pas être suffisant pour gagner en temps? C'est pourquoi le dialogue aura lieu. Ah bon, c'est pourquoi le dialogue aura lieu. Oui, Madame Holonou, une libération actée, le retour des exilés consommés, est-ce qu'il faut encore penser à un dialogue? Non, ce n'est pas une libération actée. On procède à la libération pure et simple des détenus et on demande aux exilés de rentrer chez eux. Et là, on pourra convoquer les états généraux. Parce que États généraux de quoi? Des états généraux de... Le Bénin, sur plusieurs plans, est en train de prendre son envol. Je ne dis pas non. Oui. Pourquoi ceux-là se sont retrouvés du jour au lendemain à l'extérieur? Ce n'est pas de leur propre gré. Ceux qui se retrouvent en prison, ce n'est pas de leur propre gré. J'ai dit tantôt que parce que je suis citoyen, parce que mon chef de l'État me gère d'une manière qui ne me plaît pas, parce que j'ai dit la manière de me gérer ne me plaît pas, je ne dois pas me retrouver en prison et on me jette en prison. Ce n'est pas ça. Des gens de part et d'autre ont des ressentiments. Maintenant, si mon responsable, le premier responsable du pays, le chef de l'État, prend la responsabilité sur lui de dégeler la situation, il procède au dégel de la situation en ramenant la balle à terre et en instaurant à nouveau la paix par l'ouverture des prisons avec la libération de ces détenus politiques et l'appel à ses compatriotes de l'extérieur de rentrer. Chacun viendra exprimer son ressentiment. Pourquoi il s'est retrouvé de l'autre côté? Et c'est pour cette raison que je dis, il faut réunir les états généraux pour que chaque compartiment de la population vienne aux assises là. Lorsque vous allez arriver, vous aurez des porte-paroles qui viendront transmettre vos doléances, vos recommandations sur la nouvelle façon de vous gérer, de conduire les destinées de la nation. Donc c'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas que le chef de l'État, sur un coup de tête, va dire « Ouvrez les prisons, ils n'ont qu'à sortir. Faites venir les autres et moi je continue. » Non, il y aura toujours du remous. Donc c'est en cela que je dis, ça doit être une question bien pensée. Et c'est pour cette raison qu'au comité, nous lui avons suggéré d'aller à la prise d'une grâce présidentielle. Et c'est ça qui va mettre tout le monde à l'abri. Les autorités qui se trouvent encore en prison aujourd'hui, les 100 noms qui sont là, les 100 voix qui sont là, tout le monde va recouvrir leur liberté. Et les autres, les autorités également qui sont à l'extérieur, viendront à nouveau fouler le sol béninois. Et c'est là qu'aucun pays ne peut se développer tel que nous voyons comme ça. C'est vrai, le chef de l'État a des idées nobles. Il fait développer le pays à sa manière. Il a des routes par-ci, par-là. Mais c'est pour les Béninois qu'il fait ça, non? Bon, il n'a qu'à inviter tout le monde. C'est de ça que nous parlons. S'il réunit les États généraux, chaque couche viendra avec ses représentants. Et c'est là que nous allons nous asseoir véritablement et définir les nouvelles règles de gestion du pays. Oui, Madame Djoumani, ça va très vite, le temps qui nous est imparti tire définitivement à sa fin. Si vous devez conclure, que diriez-vous? Votre adresse sera à l'endroit de qui? À l'endroit du chef de l'État. Ok, allez-y. J'aimerais que le chef de l'État libère tous les détenus politiques sans exception. Et après la libération, qu'il passe au dialogue sincère et sérieux avec les acteurs politiques. Vous avez oublié les exilés politiques, ils peuvent rester encore un peu. Si on libère les détenus politiques, je pense que ce n'est plus difficile de ramener nos compatriotes qui sont à l'exil. C'est pas évident. Okay. En tout cas, merci à vous d'avoir été des nôtres pour ces apports. Vous qui nous demandez sans cesse, et les femmes. En tout cas, chaque fois qu'elles sont disponibles, nous sommes, en tout cas, on l'est depuis. Hein. C'est leur disponibilité qui pose ce problème. Madame Holonou, votre conclusion? Ma conclusion se résume en 2 appels. Le premier, à l'endroit du chef de l'État. Donc, je voudrais lui demander
de voir si son agenda lui permet de nous recevoir. Et avant ça, qu'il continue la démarche de la libération qu'il a amorcée depuis octobre pour libérer tous les détenus politiques et faire venir tous les exilés politiques. Le second appel, c'est à l'endroit de nos chers avocats. C'est heureux, leur passage m'a appris beaucoup de choses. Ils sont 250, mais je ne les vois pas à nos côtés. Ils ont la défense des droits des citoyens en main. Ils n'ont qu'à se jeter à nous. Et je suis sûre que ce qu'ils ont fait la dernière fois, ils peuvent rééditer ça à notre endroit. Les 100 là pourront retrouver la liberté et les détenus qui se retrouvent aujourd'hui dans les prisons vont retrouver leur liberté pour la bonne marche de notre pays. Et je les attends très prochainement. Ok, ils sont à l'écoute, ils vont se décider. Merci à vous, chers tous, pour la disponibilité. Madame Odjoumali, ce fut un plaisir de vous avoir reçu. Madame Sosokolonon, merci aussi à vous pour la disponibilité. Et à très bientôt pour notre plateau, toujours avec la même disponibilité. Au revoir.